Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler par rapport à l'entente ou autre. Là, je vais pouvoir vous aider peut-être. Ça, c'est le plan de la formation. Ça va jusqu'à G. Il va y avoir 2 périodes de questions. Une après l'approche de réalisation, puis une après l'exécution du contrat. C'est vraiment des gros morceaux. Puis une à la fin. Pour l'harmonisation, en fait, il faut juste savoir que notre objectif principal quand on a négocié l'entente, c'était d'harmoniser les ententes qu'avaient l'ARC et la QPM. Donc, pour qu'elles soient toutes sur le même modèle. Puis le modèle qui a été repris, c'est celui de l'entente long métrage qui a été signée en 2018. Donc, si vous avez déjà travaillé dans l'entente long métrage, vous allez voir, elle se ressemble quand même beaucoup. Je vais céder la parole à Rachel pour tous les chapitres de l'approche de réalisation. Ce qui concerne l'approche de réalisation ou communément appelé le pitch, qu'est-ce que je vais faire, c'est ça, je vais lire les PowerPoints. Si j'ai quelque chose à ajouter, je le ferai au fur et à mesure. Donc, si on commence par la définition, si vous pouvez, ouais, parfait. Donc, c'est un écrit qui est préparé par le réalisateur pour, en fait, accompagner un texte rédigé en vue de produire une émission. Donc, on se réfère, là, quand on dit un texte rédigé, on se réfère vraiment à l'écrit Sartec. C'est destiné à être soumis à un diffuseur ou un partenaire financier. Ça détaille de façon suffisamment élaborée la façon pour entreprendre justement les démarches de financement, le ton, le rythme, l'esthétique que le réalisateur envisage faire là, pour la réalisation. Et quand on dit n'est pas incluse à même un texte rédigé par un auteur à des fins analogues, c'est en fait que faut s'assurer là, que c'est vraiment l'approche soit pas la même chose que l'écrit Sartec. Il faut vraiment que ce soit 2 documents séparés, 2 documents différents parce que le producteur, en fait, n'a pas les mêmes droits par rapport à ça. Fait qu'on ne peut pas utiliser pour l'approche de réalisation le texte écrit de la Sartec par l'auteur. Donc, c'est vraiment ça la différence, là, la nuance à faire attention. Je peux faire l'autre diapo. Donc, c'est ça. Comme je disais, ça doit faire l'objet d'une entente écrite. Ça doit mentionner la valeur de la rémunération qui fait l'objet d'une entente de gré à gré entre les parties. Donc, il n'y a pas de cachet minimum en ce qui a trait à l'approche de réalisation. C'est vraiment une entente de gré à gré. Plus tard, on va vous montrer là, à la fin de la rencontre un exemple, un modèle qui est annexé à notre entente. Là, on va pouvoir vous le montrer là, pour que vous ayez un visuel. Donc, la rémunération n'est pas un cachet de réalisation et ça ne peut pas être déduit de celui-ci, mais c'est sujet à des remises. Donc, il y a des retenues qui est prévu à ça. Ça accorde au producteur le droit d'utiliser à toute fin qu'il juge appropriée l'approche de réalisation et dans l'éventualité où des droits en découlent. Ils sont associés, disposer d'une licence exclusive irrévocable ayant une portée mondiale. Et la durée de la licence ne peut excéder la durée de l'option ou de la licence de production dont le producteur dispose eu égard au texte sur lequel est fondée l'approche de réalisation. Je vais juste suivre. Parfait, parce qu'il y a un bout de mon écran qui est coupé. Je vais suivre en même temps. Parfait. Donc, il y a 2 formes d'approche de réalisation. On parle de l'approche de réalisation commandée, quand c'est vraiment le producteur qui demande à un réalisateur de préparer une approche de réalisation qui doit être conclue là, par rapport à l'écrit Sartec, à cette fin. Et ensuite, on a l'approche de réalisation soumise, qui là, c'est vraiment initié par le réalisateur. Et ensuite, c'est le producteur qui va le soumettre au diffuseur. Donc, le producteur qui souhaite soumettre à un diffuseur ou un partenaire financier une approche de réalisation initiée par le réalisateur et préparée de façon spéculative doit conclure une entente écrite avec lui à cette fin. Le réalisateur bénéficie d'un droit de premier refus pour réaliser l'émission, sauf si le diffuseur s'y oppose par écrit. Donc là, ouais, c'est mentionné plus loin. Le producteur doit tenir raisonnablement compte des disponibilités du réalisateur pour établir l'échéancier de production. Et l'offre formulée par le producteur, on parle l'offre de réaliser là, le projet, doit être en vigueur pour une période minimale de 7 jours.
avant, dans la convention, il y avait quand même un article sur la réalisation d'un pilote. Mais déjà, ce n'était pas des contrats qui étaient prévus par l'entente. C'était vraiment, ça parlait juste que si le réalisateur réalise un pilote, puis ensuite qu'il y a une diffusion, il a le droit à une prime correspondant à 25% du cachet qu'il avait eu pour le pilote. Mais ça ne voulait pas dire qu'il allait réaliser la série, ça ne voulait pas. Il y avait une petite mention de ça, mais sinon, tout le chapitre est complètement nouveau. Il y a un modèle de contrat type, en fait, il faut les commander à la QPM, les modèles des contrats, mais on va vous les montrer à la fin de la présentation. Pour que l'approche de réalisation, ce soit une approche au sens de l'entente collective à RRQ, il faut vraiment qu'il y ait 2 documents. Il faut qu'il y ait le projet Sartec, même si c'est la même personne qui les fait. Il faut qu'il y ait le projet Sartec avec un contrat Sartec d'option ou un contrat de projet, puis un autre document dans lequel il y a l'approche de réalisation. Pourquoi c'est important qu'il y ait aussi un écrit Sartec? C'est parce que les droits sur notre approche, sur votre approche, sont liés aux droits sur le projet Sartec. Donc, par exemple, s'il y a une option de 6 mois sur un projet Sartec, alors l'approche, le producteur, il peut aller la présenter pendant 6 mois. Mais s'il n'y a pas d'écrit Sartec, c'est comme s'il y avait des droits pour toujours sur votre approche. Par rapport aux responsabilités du réalisateur, ça reprend vraiment ce qu'il y avait quand même dans l'ancienne entente. Il y a des responsabilités exclusives du réalisateur qui sont toute la liste. Là. Je vous invite à aller la lire en détail si vous avez des questions. Et vous avez des responsabilités que le réalisateur peut être appelé à assumer selon la nature de l'émission. Donc, les responsabilités exclusives, il y a seulement le réalisateur qui peut les faire. Puis les autres responsabilités, ben, ça peut aussi être des employés, des représentants du producteur ou des gens vraiment embauchés juste pour ça. Ce qui est nouveau dans l'entente collective, c'est que maintenant, on dit que seul un réalisateur peut réaliser ou co-réaliser une émission. À moins que la personne qui va co-réaliser avec le réalisateur entre dans les exceptions de l'annexe C, que je vais vous montrer, l'annexe C. Ça, c'est un gros morceau de l'entente. Et donc, il y a 2 points. Il y a seul un réalisateur peut réaliser ou co-réaliser une émission, puis une personne qui appuie le réalisateur dans l'exercice de son rôle ne réalise pas une émission. Ça, c'est important pour les crédits. Là. Cette personne-là ne sera pas un réalisateur. Donc, l'annexe C. Ça, l'annexe C, c'est sûr que vous n'allez pas forcément tous l'entendre sous les yeux, là, mais il faut que vous imaginiez qu'elle est divisée en 3 parties. La première partie, ce sont les points 1 à 8. Ce sont les conditions qui sont rattachées pour qu'on parle de co-réalisation. Ensuite, vous avez 2 exceptions où ce n'est pas de la co-réalisation, mais on exclut le montage. Puis, à la fin, la 3e partie, c'est tout ce qui parle du montage. On va y aller point par point, mais pour qu'un réalisateur puisse co-réaliser une émission avec un employé ou un représentant du producteur, il faut que l'employé ou le représentant du producteur ait réalisé, puis ça, c'est les œuvres, la liste, c'est les œuvres qu'il faut que l'employé ou le représentant du producteur ait réalisé pour avoir le droit de co-réaliser avec un réalisateur. Et ça, c'est avant il faut qu'ils aient fait ça avant la signature de notre entente, puisqu'à partir de maintenant, ils ne peuvent plus le faire, à moins de correspondre à l'exception. Puis en plus de ça, il y a des limites, c'est-à-dire que par exemple, sur un projet, il ne peut y avoir qu'un seul employé ou représentant du producteur qui co-réalise. Le même employé ne peut pas être co-réalisateur sur plus de 3 émissions à la fois. Ça, c'est les limites qui sont au point 2 à 5. Fait que c'est pareil, ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra en reparler. Là, c'est quelques limites. Ensuite, donc, c'est la 2e partie de l'annexe C. L'employé ou le représentant du producteur pourrait être appelé à assumer à la place du réalisateur au maximum 2 responsabilités qui sont des responsabilités exclusives, sans qu'il s'agisse de co-réalisation. Fait que l'employé, il n'aura pas de crédit de co-réalisation et ce ne sera pas considéré comme la co-réalisation, seulement si le réalisateur renonce à assumer la responsabilité ou s'il n'est pas disponible ou pas en mesure d'assumer. Donc, c'est dans les responsabilités exclusives qu'on a vu tantôt, s'il y a 2 choses qu'il ne veut pas faire, le réalisateur, ou qu'il ne peut pas faire, un employé du producteur pourrait le faire, mais ce ne serait pas de la co-réalisation.
Et il y a un cas spécifique pour le montage visuel et sonore. Ça, c'est en plus des deux conditions qu'on a vues tantôt, là, que soit il peut pas, soit il veut pas. Il faut que l'employé ou le représentant du producteur ait fait un montage pour les œuvres qu'on a vues au début, un long métrage, tout ça, tout ça. Et il faut qu'il soit mentionné au contrat du réalisateur. Parfois, il n'est pas connu au moment de la signature du contrat. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'il ne peut pas être mentionné, mais il faut qu'on puisse savoir qui c'est dès qu'il est déterminé. Et dans ces cas-là, c'est pas de la co-réalisation. En fait, l'exemple pour le montage, si vous voulez un exemple, c'est, on en parlait, c'était par exemple OD en Afrique du Sud. OD en Afrique du Sud, les réalisateurs, ils sont en Afrique du Sud, ils font les tournages, puis ils sont pas sur place, ils peuvent pas faire les montages à Montréal. Alors là, ça pourrait éventuellement être un employé du producteur, mais seulement s'il l'a déjà fait par le passé. En gros, c'est ça que ça veut dire. Et dans ce cas-là, c'est pas de la co-réalisation. Par contre, évidemment, le réalisateur qui fait que du montage, lui, c'est de la co-réalisation. Par rapport à l'accès au scénario, donc le réalisateur doit recevoir du producteur dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la première journée de pré-production, une copie à jour du scénario. Une copie à jour du scénario, ça veut dire que c'est pas forcément la version finale si elle n'est pas disponible. Ça veut dire que c'est la dernière copie acceptée par le producteur le premier jour de pré-prod. Et évidemment, le producteur doit informer le réalisateur dès qu'il en a connaissance de toute modification apportée au scénario. D'ailleurs, c'est pertinent en ce moment. Il doit y avoir, certes en dramatique, il doit y avoir des modifications dans les scénarios à cause de la COVID. Il faut que les réalisateurs soient informés le plus rapidement possible de ça, dans les meilleurs délais possibles. Dans les cas où c'est des productions dramatiques, il doit y avoir une mise en place préalable au tournage d'une scène. Donc, immédiatement avant son enregistrement, la scène doit être répétée, là, donc il doit avoir eu répétition. Et le réal peut émettre une réserve quant à la pertinence ou non de faire une répétition d'une scène donnée. Donc, dans un tel cas, il en discute avec les interprètes et il peut convenir avec lui que la scène ne sera pas répétée si c'est plus pratique dans ce cas-là. Donc, en l'absence d'une entente entre le réalisateur et ou les interprètes, une répétition doit avoir lieu si jamais il n'y a pas d'entente qui est convenue. Et les répétitions ne peuvent pas être enregistrées sauf s'il y a un enfant ou un animal qui y participe. Maintenant, la durée des services du réalisateur est établie au quart d'heure près, arrondi vers le haut. Avant, dans l'ancienne entente, il y avait une heure de grâce. La 11e heure n'était pas considérée comme du temps supplémentaire. Maintenant, oui. À partir de 10 heures puis 2 minutes, le réalisateur est en temps supplémentaire. Donc, il y a des paiements qui sont prévus quand on est en temps supplémentaire. Donc, pour les 2 premières heures, c'est le paiement du cachet horaire régulier. Alors, vous allez voir dans les tarifs tantôt, maintenant, il y a un cachet horaire qui est indiqué, donc je vais vous le montrer tantôt. Pour la 3e et la 4e heure excédentaire, le réalisateur a le droit au paiement d'une indemnité d'une valeur équivalente à 100% du cachet horaire. Et à partir de la 5e heure, c'est 200% du cachet horaire. On a fait un article sur le repos quotidien. Le repos quotidien, donc, c'est que le réalisateur doit bénéficier d'au moins 10 heures de repos entre la dernière heure consacrée à l'enregistrement de l'émission et la première heure de la journée suivante. En fait, on parle de la dernière heure de l'enregistrement ou de travaux de préparation et post-production, mais il faut qu'il soit expressément demandé par le producteur. C'est pas le réalisateur. Si le réalisateur fait des travaux de post-production, mais qui n'ont pas été demandés par le producteur, ça ne compte pas dans les 10 heures de repos. Ça compte en fait comme s'il était en repos. Donc, c'est ça. Donc, si jamais il a moins de 10 heures de repos quotidien, il y a des indemnités. Donc, il a une indemnité d'une valeur équivalente au cachet horaire payable pour les heures concernées, s'il ne peut pas avoir 10 heures de repos. Et s'il a moins de 8 heures de repos entre 2 prestations, mais là, il a le droit au paiement d'une indemnité d'une valeur équivalente à 200% du cachet horaire. Donc, admettons qu'il ait 7 heures de repos,
l'heure 7 à 8, il a 200% du cachet horaire, puis 9-10, il a le cachet horaire. Donc, c'était les repos quotidiens. Il y a aussi des repos hebdomadaires qui doivent être respectés par les producteurs. Donc, en principe, les services d'un réalisateur ne doivent pas être requis sur plus de 5 jours consécutifs. Si le réalisateur doit fournir ses services pendant 6 jours consécutifs, il a le droit au paiement d'une indemnité équivalente à 50% du cachet horaire. Et s'il doit fournir ses services pendant 7 jours consécutifs, alors là, c'est 100% du cachet horaire pour les heures effectuées durant la 7e journée puis les jours suivants. Ça a l'air un peu abstrait, mais on a fait un exemple, je vais vous le montrer après. Aussi, maintenant, il a été créé comme une période d'enregistrement à temps plein. La période d'enregistrement à temps plein, c'est défini comme 14 jours de calendrier consécutifs, durant lesquels la production a au moins 7 jours d'enregistrement. Fait que, sur 14 jours, au moins 7 jours d'enregistrement, vous êtes dans une période d'enregistrement à temps plein. Dans ces périodes-là, les services du réalisateur ne peuvent pas être requis pendant plus de 10 jours. Donc, parce qu'il faut qu'il ait les fameux 2 jours de repos à chaque fois. En plus, le réalisateur doit bénéficier d'une période de 2 jours de repos consécutifs. Et s'il n'a pas une période de repos consécutif, alors dans ce cas-là, il a le droit à une indemnité équivalente à 50% du cachet horaire payable pour les heures effectuées durant la moins longue journée d'enregistrement. Généralement, c'est une journée de tournage, donc c'est une journée de 10 heures. Mais admettons que dans cette période-là, vous avez une demi-journée, l'indemnité va se mettre sur la demi-journée. On a fait un petit exemple pour vous montrer une période d'enregistrement à temps plein de 14 jours. Puis dans notre exemple, le réalisateur travaille du jour 1 au jour 7. Il a ensuite un jour de repos, puis il retravaille 3 autres jours. Donc là, c'est correct, il fait 10 jours au total. Sauf qu'il a seulement une journée de repos. Donc, il va devoir avoir une indemnité sur sa plus petite journée. Et là, nous, c'est juste des journées de 10 heures qu'on a mis. Donc, il va avoir une indemnité sur 10 heures de 50% du cachet horaire. Et en plus de ça, il va avoir les indemnités pour la 6e journée et la 7e journée qu'il travaille en plus. Donc, il pourrait avoir jusqu'à 3 indemnités sur cet exemple-là. On se réfère en fait à l'article 11.1.5. Donc, le réalisateur gère librement son temps lors de la préparation, de la pré-production et de la post-prod. Et il peut répartir ses heures sur plusieurs jours ou plusieurs plages horaires. Donc, il y a vraiment une flexibilité. Et les parties peuvent, donc c'est vraiment pas une obligation, stipuler au contrat que le réalisateur doit demeurer entièrement disponible aux fins de la production et œuvrer de façon exclusive pour celle-ci durant toute période d'enregistrement à temps plein, ainsi que la semaine précédant une telle période. Donc, s'il n'y a rien de précisé au contrat, bien, alors le réal est ni prioritaire ni exclusif. Et enfin, les parties peuvent aussi stipuler au contrat que le réalisateur fournira ses services de façon prioritaire durant la semaine suivant toute la période d'enregistrement à temps plein. Maintenant, c'est différent la façon dont on a séparé les productions. Désormais, c'est dramatique, non dramatique, documentaire. Avant, on parlait de plan par plan, multicam, ça c'est fini. Maintenant, c'est vraiment dramatique, non dramatique, documentaire. On a fait une augmentation initiale de 2,5% par rapport au tarif qui était négocié dans l'ancienne entente. Le tarif dramatique, c'est celui qui était du plan par plan. Et puis après ça, il va y avoir un 2% d'augmentation à chaque fois. Et puis donc, il y a le fameux taux horaire dont je vous parlais tantôt par rapport au calcul des indemnités. Là, il est indiqué pour chacune des types de production. Donc, pour le réalisateur qui effectue son propre montage. Donc, déjà, à la base, comme auparavant à l'ancienne entente, il y a vraiment les cachets réguliers pour la post-prod. Donc, le réalisateur qui supervise le montage. Donc, il y a vraiment les cachets qui sont négociés par jour. Par contre, s'il fait son propre montage à ce moment-là, il a droit à un cachet de réalisateur-monteur maintenant qui est au tarif de 32,50 $ de l'heure. Donc, ça, en fait,
il faut juste éviter qu'il y ait une double compensation. Donc, s'il y a déjà un contrat actif à titre de monteur, à ce moment-là, on ne va pas considérer le cachet de 32,50. Par contre, ça serait bon de préciser, qu'il soit précisé dans le contrat, comme quoi qu'il y a un autre contrat actif à titre de montage. Et sinon, s'il n'y a pas de contrat actif, à ce moment-là, on applique le tarif pour le réalisateur-monteur qui fait son propre montage. Par rapport aux modalités de paiement, en fait, donc ça, c'est 18,5, ce sont les minimums. Donc, qu'est-ce que l'entente prévoit? C'est que le réalisateur doit recevoir un minimum de 10 de son cachet total à la signature du contrat pour ensuite recevoir 15 au premier jour de tournage. Donc, au premier jour de tournage, il faudrait qu'il ait reçu minimalement 25 de son cachet. On additionne vraiment le 10 de la signature et le 15 Ensuite, au dernier jour de tournage, il doit avoir reçu 100 de son cachet pour tout travail effectué pour le tournage et pour la prep. Et ensuite, au plus tard, à la dernière journée de post-production, il doit avoir reçu là, la totalité de son cachet pour le temps travaillé en post-production. Donc, c'est pas conforme d'indiquer que le dernier versement, par exemple, va être fait à la livraison de la copie zéro ou à l'approbation du diffuseur. Ça, c'est vraiment contraire à l'entente. Donc, par rapport aux indemnités donc journalières et pour les frais de déplacement, donc le producteur doit rembourser les frais de déplacement du réalisateur qui est convoqué en dehors d'une zone qui a été définie par l'entente. Donc la zone, c'est soit l'île de Montréal, Laval, l'île Bizarre, l'île Perrot, ou alors 25 km ou plus, hein, parce que là on parle de n'étant pas sinué, fait que si c'est plus que 25 km de Berry-UQAM, pour les maisons de production dont le siège social est situé dans un rayon de 40 km de Baudry, intersection de l'autoroute Bourassa et du boulevard Laurier à Québec, ou du siège social de la maison de production pour les autres maisons de production, ou encore à 25 km ou plus de la résidence du réalisateur. Donc, il y a aussi des per diem quand les réalisateurs œuvrent à l'extérieur de la zone. Les per diem, donc, c'est déjeuner, dîner, souper. Les montants sont ceux qui sont indiqués dans l'entente, donc 12,75 déjeuner, 20 $ dîner, 30 $ le souper. Et puis, il y a une clause maintenant qui a un ajustement des per diem pour les tournages à l'étranger. On pensait que c'était assez pertinent aussi pendant la période de la COVID où vous avez dû voir beaucoup de suspensions de vos contrats. Par rapport à l'article 21.1, donc, les suspensions du contrat pour une absence du réal. Donc, supposons que les réals ont une invalidité physique, psychologique, grossesse, naissance ou s'il est malade par rapport à la COVID, là, en fait, il doit aviser le producteur le plus tôt possible et fournir un certificat médical s'il est absent pour plus de 3 jours. Je vais juste faire la différence, dans le fond, entre le report ou la suspension. Donc, le report, c'est quand vraiment qu'il y a un arrêt de moins de 3 mois et suspension, c'est quand c'est vraiment plus que 3 mois. Donc, lorsque le réalisateur est incapable, en fait, de faire sa prestation, le producteur, il peut soit reporter. Si on peut juste revenir à la diapo d'avant. Oui, merci. Donc, il peut soit reporter ou suspendre la production, ou sinon, le producteur peut décider de suspendre le contrat du réalisateur. Si le réalisateur principal, je peux dire, il n'est pas apte, à ce moment-là, le producteur va dédier un remplacement du réalisateur. Donc, si le producteur choisit de suspendre, il peut le remplacer temporairement. Il doit aviser le réalisateur de l'identité de son remplaçant. Et dans le contrat, il doit aviser le remplaçant qu'il remplace un autre réalisateur. Donc, si justement le réal initial redevient apte, à ce moment-là, il y a fin au contrat du remplaçant et il n'y a pas d'indemnité qui est due, en fait, suite à son arrêt. Et pour les cas d'avis de retour, donc, si, exemple, le réalisateur redevient apte à exercer ses fonctions avant la fin de la production,
Et si le producteur, ben, en fait, le producteur doit demander un certificat médical pour s'assurer qu'il est vraiment apte. Et c'est avec le producteur qu'il va devoir décider, il va devoir juger. Fait qu'il peut choisir de permettre le retour du réalisateur initial ou de résilier son contrat si le producteur considère qu'il n'est pas apte d'exercer sa prestation de travail. Donc, il doit aviser le réalisateur dans sa décision là, au plus tard 5 jours après la réception de l'avis de retour, si c'est le cas. Encore dans le cas de la suspension du contrat pour l'absence, si le producteur ne permet pas au réalisateur de reprendre la prestation de service, le contrat va être résilié unilatéralement par le producteur et il va devoir lui verser une indemnité équivalente à 33% des sommes que le réalisateur aurait été susceptible de toucher à titre de cachet. En revanche, si le réalisateur ne redevient pas apte à remplir ses fonctions, ben dans ce cas-là, le contrat est aussi résilié unilatéralement par le producteur, mais il n'y a pas la même indemnité. Donc là, on vient de parler de la résiliation pour la suspension du contrat, mais là, on va faire plus un gros chapitre sur la résiliation tout court. Alors, il y a la résiliation de gré à gré. Donc ça, c'est quand le réalisateur et le producteur s'entendent pour résilier un contrat. Ce qui change, c'est que maintenant, on a intégré la résiliation de gré à gré dans un des formulaires qui est à l'annexe H. Avant, il n'y avait pas de formulaire, donc il fallait que ce soit un contrat rédigé au complet. On trouvait que c'était plus simple que ce soit un formulaire. Donc, c'est un contrat à commander à la QPM. Il y a les résiliations unilatérales par le producteur. Donc, il y a des cas de résiliation unilatérale par le producteur qui sont, disons, acceptés par l'entente. Donc, en raison d'une force majeure, pour un motif sérieux, pour des raisons de non-assurabilité, ça, ce serait suite à la visite médicale du réalisateur. Et en raison, donc, comme on disait tantôt, que le producteur ne permet pas au réalisateur de revenir après une absence, ou en raison quand le réalisateur n'est pas redevenu apte après une absence. Par contre, il y a un droit de premier refus pour les réalisateurs quand les contrats sont résiliés en cas de force majeure. Si la production reprend dans les 12 mois, alors dans ce cas-là, le réalisateur a un droit de premier refus. Il existe aussi des résiliations unilatérales par le réalisateur. Donc, c'est pareil, il y a force majeure, motif sérieux. Il y a aussi, si le producteur vous demande d'intégrer une commandite avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, mais que lui s'est engagé pour le faire alors que vous aviez déjà signé votre contrat. Dans ce cas-là, vous avez le droit de dire « moi, je me retire du projet ». Vous pouvez aussi décider de résilier les contrats si le producteur suspend la production, donc pour une durée de plus de 3 mois. Dans ces cas-là, vous avez le droit de dire que vous préférez que le contrat soit carrément résilié. Et puis, il y a une résiliation automatique. Ça, c'est quand le réalisateur décide, en fait. Il y a des indemnités qui sont applicables quand il y a une résiliation du contrat. Donc déjà, peu importe la raison, au moment de la résiliation, le producteur doit verser au réalisateur et à la RRQ toutes les sommes qui sont dues au jour de la résiliation. Donc, tout le travail qui a été fait avant la résiliation doit être payé. Ensuite, si le contrat est résilié avant le début de l'enregistrement, les sommes dues, donc en plus de tout ce qui a été payé, ça correspond à 15% du cachet. Si le contrat est résilié après le début de l'enregistrement, les sommes dues, c'est soit le montant le plus élevé entre 15% du cachet ou un montant obtenu en multipliant le nombre de jours d'enregistrement et ou de post-production effectivement travaillés par le cachet quotidien négocié. Puis, il y a une indemnité additionnelle lorsque une partie résilie un contrat pour un motif autre que ce permis. Dans ces cas-là, l'indemnité, c'est une valeur équivalente aux sommes que le réalisateur aurait été susceptible de toucher à titre de cachet de réalisation de la date de résiliation jusqu'au terme du contrat. Donc, en gros, c'est tout le cachet. Sauf qu'évidemment, comme le réalisateur en a touché un peu avant, peut-être, l'indemnité ne sera pas forcément 100%, mais à la fin, c'est ça. À l'article 4.1 de l'entente, il est prévu en fait là, que le lieu de travail doit être exempt de discrimination.
Donc, plus précisément, les réalisateurs et les producteurs ont droit à la reconnaissance, à l'exercice en pleine égalité des droits et libertés de la personne, sans faire distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, couleur, sexe, grossesse, orientation sexuelle, état civil, âge, religion, conviction politique, langue, origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier ce handicap, sous réserve d'une distinction ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises par le travail. On parle aussi d'une politique contre le harcèlement. Donc, tant le réalisateur que le producteur ont le droit d'œuvrer dans un environnement exempt d'harcèlement ou de violence. Donc, on définit le harcèlement, ce qui comprend autant le harcèlement sexuel et d'autres types de harcèlement à caractère discriminatoire, psychologique. La politique sur le harcèlement, ce qui veut dire que chaque producteur doit communiquer sa politique au réalisateur. Donc, il doit identifier une personne responsable de la réception des plaintes ou des dénonciations s'il y a cas de harcèlement. L'enquête peut être confiée à un tiers indépendant si la conduite est reprochée à un cadre supérieur du producteur et il y a un avis qui doit être envoyé à l'ARC. Donc, le producteur prend une mesure contre un membre de l'ARC accusé de harcèlement. Si le producteur prend une mesure contre un membre de l'ARC accusé de harcèlement, le producteur avise l'association. Et le délai de grief pour les cas de harcèlement est de 2 ans à partir de la dernière manifestation. C'est un ajout à cette nouvelle entente également, la visite des lieux. Donc, un ou des représentants de l'ARRQ peuvent, en nombre raisonnable et sans nuire à la bonne marche de la production, rencontrer le réalisateur sur les lieux d'enregistrement ou tout autre lieu, sous le contrôle du producteur où le réalisateur effectue une prestation de service. Ça ne vise pas les bureaux du producteur et ça ne vise pas les salles d'audition. Et l'ARRQ devra aviser minimalement 24 heures avant la date prévue pour la visite sur les plateaux de tournage. Les contrats de réalisation doivent être signés préalablement à l'exécution de tout travail de réalisation. Donc là, on ne parle pas avant les jours de tournage, on parle vraiment dès le début de la préparation. En fait, avant le début de la préparation, les contrats doivent être signés et ils doivent être transmis à la RRQ dans les 15 jours de leur signature, ce qui peut nous permettre ensuite de vérifier que le contrat est conforme à l'entente et ça nous permet de prévoir les visites de plateau. En fait, ce qui est très important à comprendre dans le fait qu'on a besoin de recevoir les contrats rapidement et surtout avant les journées de tournage, c'est que normalement, dans les contrats, les dates d'enregistrement sont désormais indiquées. On va vous les montrer tantôt parce qu'on va passer dans la forme du contrat, mais les dates d'enregistrement précises doivent être indiquées dans les contrats. Donc, nous, ça nous permet de vérifier, par exemple, les périodes d'enregistrement à temps plein. Ça nous permet de vérifier s'il y a des jours du temps supplémentaire. Ça nous permet aussi nous, d'organiser pour nos visites de plateau. Et ça permet de voir pour la disponibilité du réalisateur. Si le producteur, il dit le réalisateur n'est pas exclusif, 5 jours de tournage, mais qui tourne du 1 au 5, ça ressemble pas mal à de l'exclusivité. C'est important pour nous de pouvoir faire des vérifications comme ça. Et puis, c'est ça, pour aussi demander pour les modalités de paiement, etc. C'est pour ça qu'on vérifie tout le temps les contrats qui arrivent à l'ARC. En plus de recevoir les dates d'enregistrement qui sont prévues dans les contrats, comme vous allez voir tantôt, maintenant, les producteurs doivent nous transmettre les feuilles de service qu'ils vous communiquent. Donc, dès que le réalisateur reçoit une feuille de service, ça pourrait arriver que certaines productions n'en font pas, mais dès qu'ils en font et qu'ils en transmettent au réalisateur, il faut nous donner une copie, ce qui nous permet de vérifier, encore une fois, pour les jours de tournage, puis qui nous permet d'avoir les lieux de convocation pour les visites, etc., etc. Il y a quelque chose où on est vraiment très content, c'est qu'on a réussi à conserver notre clause d'arbitrage de différends. Donc, ça va faire 3 ententes maintenant qu'on réussit à la conserver. C'est vraiment, un gain pas un gain parce qu'on l'avait déjà, mais
c'est vraiment important, ça nous aide beaucoup dans les négociations parce que les clauses d'arbitrage de différence, ça veut dire que si ça marche pas les négociations avec la QPM, on a le droit d'aller voir un arbitre. En fait, normalement, c'est juste pour la négociation de la première entente, mais nous, on a une clause d'arbitrage de différence spécifique dans nos ententes qui nous permet d'aller toujours faire appel à un arbitre si on se rend compte que ça avance pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important pour nous et qu'on est content de l'avoir conservé. Je vais vous montrer à l'écran les modèles de contrat. Rachel, elle va vous les commenter. Ça correspond à l'annexe D de notre entente. Donc, c'est dans le cas où le producteur veut présenter à un partenaire financier justement une approche de réalisation. Donc, l'entête est souvent le même, là, les informations du producteur, du réalisateur, il y a le numéro du contrat. En fait, c'est ça. Donc, c'est toujours la QPM qui émet le numéro de contrat et qui émet le formulaire vide et qui est rempli là, par les parties. Donc, ensuite, il y a l'objet. Donc, on remplit selon si c'est une réalisation commandée ou si c'est une réalisation soumise. Donc, les textes sont vraiment généraux. On fait juste vraiment préciser le titre du projet. Si vous pouvez descendre. Donc, les effets du présent contrat sont subprévus à l'article, on fait référence à l'article, étant par ailleurs compris que l'approche doit être remise au producteur donc il y a une date qui est déterminée entre les parties, que les droits auront une durée égale à la durée des droits que le producteur détient. Après ça, le point 3, on parle vraiment de la rémunération. Donc, comme je disais préalablement, c'est vraiment une négociation de gré à gré. Il n'y a pas de minimum de requis. Après ça, signature et ça doit être transmis dans les 15 jours, si je ne me trompe pas, de la signature du contrat. Donc, voilà, ça, c'est vraiment par rapport à l'approche de réalisation. Sur le site de l'ARC, vous avez toujours accès à ce modèle-là si vous allez dans l'onglet « Entente collective ». Mais sinon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, il n'y aura pas de problème, on peut vous éclairer au besoin. Après ça, on peut voir le contrat de réalisation en tant que tel, donc encore émis par la QPM. Le numéro de contrat et le modèle. Donc, on remplit en en-tête les coordonnées et du producteur et du réalisateur. En objet, c'est vraiment... c'est comme avant, là, en fait. On veut vraiment les informations généraux, donc le nom du réalisateur, le nom de l'émission. Si le réalisateur a une entreprise, à ce moment-là, ça va être le numéro de son entreprise si c'est une personne morale. Ensuite, on parle de la maison mère de la compagnie de production si c'est différent. Après ça, en clause 2, on demande des précisions sur l'information de l'émission. Donc là, maintenant, qu'est-ce qui est nouveau? C'est que c'est un menu déroulant. Donc, après ça, le producteur peut choisir qu'est-ce qui est applicable, soit un documentaire d'auteur, dramatique ou non dramatique. Donc, soit une œuvre unique ou une série. Donc, c'est vraiment plus systématisé, c'est beaucoup plus clair aussi. Ça apporte moins à confusion quand on vérifie les contrats. Donc là, on parle, comme avant, la licence, donc décrire les exploitations. J'y vais de mémoire, là, mais pour la licence, il faut vraiment des points importants, dont l'entrée en vigueur de la licence, le nombre de diffusions, la durée. On veut le type de média, donc si ça va être sur la plateforme télé. Habituellement, ça va, là, on a quand même les informations généraux par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment les points importants. Mais vous pouvez vous référer à l'entente si jamais vous avez besoin de plus de précision ou nous contacter. Après ça, il y a la description de l'émission. Le point 3, on détermine si c'est ça, il agit à titre de réalisateur-coordonnateur, s'il co-réalise, s'il est réalisateur ou s'il remplace. C'est ici qu'il faut indiquer le nom de l'employé ou le représentant du producteur qui va faire le montage visuel ou sonore, là, dont je vous parlais tantôt. C'est ici qu'il faut le mettre. Et s'il co-réalise, c'est ici qu'il faut l'indiquer. On essaie vraiment d'avoir toutes les infos possibles pour la co-réalisation dès la signature du contrat. Mais vas-y, continue. Ensuite, bon, mais il y a la date d'entrée en vigueur au point 4.
après ça, par rapport au point 5, c'est vraiment le cachet. Donc, c'est le même principe qu'avant. On détermine le nombre de journées de tournage ou le nombre de demi-journées. Et en annexe, dans le même tableau où il y a les tarifs, il y a des journées inclus de prep, d'inclus pour chaque journée de tournage. Donc, dépendamment de la méthode de tournage, si c'est un documentaire dramatique ou non dramatique, le cachet et le nombre de journées inclus diffèrent. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment du cas par cas. Et où ce que c'est vraiment important, c'est d'indiquer ici, lorsque le curseur, il est prévu que les dates où le réalisateur devra procéder à l'enregistrement de l'émission seront les suivantes. Donc, Delphine, elle a dit pourquoi c'est important d'avoir les dates. Donc, il faudrait vraiment les dates exactes. C'est pas assez de dire c'est entre juin et septembre. Parce qu'après ça, nous, on peut pas, il y a plusieurs points dans l'entente qu'on peut pas vérifier. On peut pas faire notre travail correctement non plus. Donc, il faut vraiment là, préciser le nombre de jours et les dates précises. Puis, ça va de même avec la feuille de service. On va regarder justement si ça corrobore avec les dates de tournage. Même chose pour la post-production, écrire le nombre de journées. Après ça, le cachet. Après ça, on va pouvoir déterminer le nombre de journées qui sont inclus. Et cocher si c'est 25 20 selon si c'est une non dramatique ou un documentaire, si c'est un pourcentage agréé de gré à gré, si c'est un pourcentage inférieur au minimum, ou si justement il y a une co-réalisation, puis là, à ce moment-là, il n'y a pas de post-prod qui est prévu par le réalisateur, mais à ce moment-là, c'est la dernière case à cocher. En fait, c'est souvent là qu'il y a des coquilles. Nous, quand on vérifie les contrats, je pose souvent plus de questions qu'autre chose là, pour être sûr qu'on s'entend avec le producteur. Fait que souvent, je communique les producteurs pour être sûr là, qu'on a les dates précises de tournage. S'il y a des éléments qui manquent, je demande toujours des précisions. Et on demande aussi des amendements à cet effet parce que c'est vraiment important là, d'avoir un changement écrit pour être assuré là, qu'on est conforme à l'entente. Donc, si vraiment là, il y a un défaut, il y a quelque chose de pas clair, à ce moment-là, il va y avoir un amendement. Si vous, comme réalisateur, vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Point CDE, c'est comme avant. En fait, il y a des journées additionnelles qui sont de préparation qui sont en sus des journées qui sont incluses. À ce moment-là, il y a un cachet qui est attitré à ça. Si le réalisateur agit à titre de réal coordo, il y a des tarifs précis qui sont attitrés à ça. Et également, s'il fait son propre montage, on écrit le nombre d'heures et le cachet. Voilà, donc là, il y a le cachet total, il y a l'échéancier de paiement. Comme que je disais par avant, à l'article 18.5, c'est vraiment les minimums des modalités, donc 10 % à la signature, 15 au début de la première journée de tournage. Puis après ça, il faut vraiment là, suivre qu'est-ce que l'article 18.5 prévoit. La mention générique, même chose, il faut que ça soit précisé si le nom du réalisateur est au début, à la fin ou s'il est présent aux deux. Point 8, par rapport à l'exclusivité, il faut vraiment que ça soit précisé si les parties ont déterminé que le réalisateur est exclusif ou prioritaire pendant la production. Voilà. Et s'il y a toute autre modalité particulière, mais c'est là qu'on ajoute au point 9. C'est ça. Souvent, oui, il y a les annexes qui sont joints. Donc, en annexe, il y a les modalités de paiement qui sont plus détaillées et le calendrier aussi qui est joint, qu'on reçoit là, souvent en annexe, et la signature là, des parties. Donc, grosso modo, c'est vraiment ça, les modèles. Oui, c'est ça. Soit dit en passant, vous les avez toujours accès là, sur notre site. C'est pas vraiment le calendrier qui est dans le contrat, c'est l'échéancier de paiement seulement. En fait, maintenant, on n'a plus les calendriers qui doivent être joints dans les contrats. Les dates d'enregistrement doivent être indiquées précisément. Et puis, les dates de post-prod, en fait, on doit juste connaître la dernière date de post-prod. Puisque les rédacteurs peuvent gérer leur temps librement, alors il n'y a plus de date précise de post-production. Mais d'où l'importance, c'est ça, quand même, d'avoir les dernières dates, parce qu'après ça, ça nous permet de valider les modalités de paiement. Ouais. Voilà, ça c'est très, très important pour nous.
exister un outil de calcul des tarifs qui est une calculatrice pour vous donner les tarifs minimum, puis elle va être en ligne très bientôt. Ça va avec les nouveaux tarifs. Ça vous permet de vérifier que ce qu'on vous propose, c'est conforme à l'entente sans aller ouvrir l'entente puis regarder les tarifs, tout ça. Là, vous avez juste à mettre 3 jours de tournage, puis ça vous, ça vous dit si tout est correct. Non, il peut rémunérer comme il veut. Il n'y a pas d'obligation. À moins qu'il ait des obligations avec son diffuseur, ce qui serait possible aussi. Mais dans l'entente collective, c'est vraiment la négociation. Ça peut jamais être inférieur au minimum. Le contrat d'approche, c'est quand on veut aller pitcher à un partenaire financier ou à un diffuseur. C'est pas le réalisateur qui va pitcher au producteur. C'est vraiment le producteur et le réalisateur qui vont ensemble pitcher ailleurs. Mais il faut qu'il soit signé avant ça. Mais le réalisateur qui a fait son approche, il peut aller la pitcher à un producteur sans qu'il y ait de contrat. Pour que le producteur accepte le projet puis aille avec lui voir un partenaire financier.